Tout d'abord, je veux adresser un salut à l'ensemble des salariés qui sont présents, l'ensemble des syndicalistes également. J'imagine combien ce moment est un moment difficile à traverser pour l'ensemble des ouvriers et employés qui sont concernés, et combien il y a toujours des espoirs dans les réunions qui sont organisées avec les élus. Et j'espère que sur ce plan, nous serons tous à la hauteur des devoirs qui sont les nôtres devant les salariés lorsqu'ils ont à subir une transformation qui est voulue en réalité par la puissance publique. Je note avec beaucoup de satisfaction également la présence au moins, je ne sais pas si vous participerez, monsieur le directeur de cabinet, et les membres du service de la région, mais avec beaucoup de satisfaction la présence de la collectivité régionale. Cela veut dire que nous pourrons avancer ensemble et c'est absolument essentiel en réalité pour pouvoir activer ce fonds de transition juste qui est actuellement en cours de discussion devant le Parlement européen. Je veux vous dire que du côté du Parlement européen, il y a une volonté claire, affichée pour l'ensemble des régions européennes, mais également, et peut-être encore plus d'ailleurs, pour les régions ultra-périphériques, que de sortir de ce modèle des énergies fossiles. Et je suis certain que dans les Outre-mer et en Guadeloupe également, il y a cette volonté partagée. Car évidemment, bon, les énergies fossiles continuent à nous rendre de plus en plus dépendants de l'extérieur. Et nous devons, dans tous les domaines d'ailleurs, nous devons conquérir notre souveraineté énergétique, mais aussi notre souveraineté alimentaire, peut-être un jour demain, mais c'est un autre débat, notre souveraineté politique. Donc cet objectif de souveraineté sur le plan de l'énergie correspond à une vision stratégique. Et il est très important que les Outre-mer soient au cœur de cette ambition, qui est une révolution en réalité, une révolution pour nous, mais une révolution aussi pour toute l'Europe, parce que l'Europe a construit aussi sa puissance sur le développement de ces énergies fossiles, et l'histoire d'ailleurs de l'Union européenne est liée à cela. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous devons bien comprendre que le personnel et l'ensemble des salariés qui travaillaient soit dans les mines de charbon en Europe ou dans nos îles, dans les centrales, ne peuvent pas subir, c'est plus que la double peine, la triple peine d'une telle transformation. Et c'est pourquoi, en même temps que l'on pousse les régions à sortir de ce modèle et à développer les énergies renouvelables, nous sommes extrêmement attentifs pour que le coût de cette transformation, le coût social de cette transformation soit atténué au maximum du maximum. Et c'est dans ce sens que nous travaillons et que nous amendons d'ailleurs la proposition de la Commission européenne, mais elle avait déjà, c'est l'objet d'ailleurs de la proposition, elle avait déjà été pensée pour que le meilleur accompagnement soit apporté aux salariés qui autrement se retrouvent au chômage avec peu de perspectives de reconversion si tout n'est pas préparé bien en amont. Et c'est l'objet de la proposition. Donc je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les détails techniques pour deux raisons. D'abord, parce que j'en serais bien incapable, tellement que le texte est complexe et je n'ai pas là, au moment où je vous parle, l'ensemble des détails. Mais plus encore, parce que nous n'avons pas encore adopté définitivement le fonds de transition juste.
ni dans ses montants, dans ses volumes globaux, ni dans son contenu précis. La Commission européenne a fait une proposition, elle a été modifiée par la commission que je préside, la commission du développement régional. On a d'ailleurs renforcé le volet concernant la formation, le volet concernant l'accompagnement, la compensation, etc. Mais le texte doit aller maintenant en plénière et ensuite, surtout, il va y avoir une négociation qui s'ouvre avec le Conseil européen, c'est-à-dire avec les gouvernements. Une négociation que je vais présider, qui va s'ouvrir sans doute autour du mois de septembre. Donc, je pense que vers octobre, si la négociation est courte, vers octobre, tout sera finalisé. Il y a des points de divergence également actuellement avec le Conseil sur le contenu de l'éligibilité pour les projets qui pourraient bénéficier de ce fonds de transition juste. Par exemple, il y a une grande divergence sur la question du gaz. Est-ce qu'on peut abandonner le charbon mais avoir un projet gazier? Est-ce que cela peut être éligible? Le Parlement européen dit oui, les chefs de gouvernement disent non. Ce qui est un peu curieux, mais c'est la position actuelle. Nous verrons. Donc, il y a comme ça quelque chose qui ne sont pas encore tout à fait calés sur les projets qui pourraient être présentés. Donc, il faut attendre que le texte soit définitivement adopté parce que je ne veux pas vous dire des choses aujourd'hui qui pourraient se révéler fausses demain. Mais ce qui est, je pense, acquis, c'est que nous avons modifié le texte pour réserver, pour garantir en réalité une enveloppe spécifique pour les régions ultra-périphériques, donc pour la Guadeloupe également. Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? Tout simplement parce que ce fonds est un fonds qui échappe aux règles de répartition habituelle des enveloppes entre les régions d'Europe et entre les régions françaises. Et je ne fais pas confiance, moi, plus qu'il n'en faut, à l'État français. Et il y a le risque qu'une grande partie, en réalité, de l'enveloppe qui sera allouée à la France aille vers les quelques centrales, usines charbonnières qui vont devoir fermer, en particulier en région PACA, et que les Outre-mer soient oubliés. Et c'est pourquoi nous avons garanti dans le fonds que 1% de la totalité du fonds, qui sera autour, je pense, de 20 milliards après le Conseil européen, 17 milliards et demi, mais ça va peut-être bouger encore dans la négociation entre le Parlement et le Conseil qui s'ouvre maintenant, mais je ne pense pas qu'on va aller au-delà de 20 milliards, que 1% soit réservé pour les régions ultra-périphériques. Ça veut dire à peu près 200 millions d'euros. Donc, nous avons une situation où nous allons avoir cette enveloppe et il appartiendra très vite à la collectivité régionale avec les porteurs du projet que vous avez mentionné d'élaborer une proposition à adresser à l'État. Et c'est l'État ensuite qui va gérer ce fonds et qui va devoir intégrer la proposition qui revient de la Guadeloupe dans un plan national de transition. C'est-à-dire que les régions, elles ont leur stratégie régionale, c'est le cas pour la Guadeloupe en matière d'énergie, mais pour le bénéfice de ce fonds de transition juste, l'État doit élaborer un plan national de transition. Et il faudra que l'État français intègre les projets qui viennent de la Guadeloupe ou de la Réunion
dans le plan national de transition, qu'il mobilise les financements qui sont au bénéfice de la France et qu'en additionnalité s'ajoutent les fonds qui sont dans l'enveloppe spécifique qui nous est destinée. Cette enveloppe spécifique, elle va servir à la fois à attirer de nouveaux investissements, à régler le problème, par exemple, à attirer parfois des investisseurs dans des conditions qui peuvent être un peu difficiles, un peu compliquées. Et puis, elle va pouvoir permettre aussi, dès à présent, de préparer les personnels qui sont restés sur le bord du chemin à ces nouveaux métiers qui sont très souvent des métiers aussi évidemment de l'énergie. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà un peu le dispositif global. Ce que je vous propose, c'est que le schéma de cet après-midi est le bon schéma, c'est-à-dire que nous continuons à travailler collectivité régionale de Guadeloupe, syndicats représentant le personnel et la commission régie du Parlement européen à travailler ensemble pour que l'on puisse former la meilleure proposition, si c'est le choix évidemment des Guadeloupéens et le choix de la région Guadeloupe, la meilleure proposition à faire remonter vers l'État. Je veux dire que je suis dans une position où il ne m'appartient pas, en tant que député européen, que président de la commission régie, d'interférer dans les choix qui relèvent des Guadeloupéens et des élus guadeloupéens, mais il est de mon devoir, en réalité, d'accompagner les choix lorsqu'ils ont été décidés, ainsi que d'apporter les informations nécessaires pour que les décisions puissent se prendre ensuite par les Guadeloupéens eux-mêmes.